Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, situation sécuritaire dans l'est du pays. L'armée loyaliste contrôle Walikale Centre depuis maintenant 48 heures après le retrait des éléments du M23. Mais quid de la situation humanitaire dans cette région sous menace d'insécurité? On en parle avec un élu dans ce journal. La question cruciale du travail des enfants préoccupe au plus haut point l'opinion publique qui s'interroge sur la loi en vigueur relative à la protection des droits des enfants. À Kinshasa, nombreux sont ces mineurs qui s'adonnent à divers métiers. Un reportage à suivre dans ce journal. Ce 4 avril marque le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour l'occasion, et comme c'est aussi la tradition, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé son message bilan des 12 premiers mois de gouvernance. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Reçu en audience par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump a déclaré que les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin de la guerre dans la partie est du pays. L'accord sur les minéraux en pleine négociation entre Kinshasa et Washington a également fait l'objet de cette rencontre. Accompagné de Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et les soutiens au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. J'ai dit au sommaire, Walikale Centre est repassé aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo depuis mercredi. Cette localité, chef-lieu du territoire de Walikale, dans le Nord Kivu, compte plus de 60 000 habitants. Elle mène vers Kisangani, capitale de la province de la Chopo, située à 400 km plus au nord. L'armée a donc repris le contrôle après le retrait de la FCM 23 soutenu par le Rwanda. Mais qu'en est-il de la situation humanitaire sur place? Nous sommes en ligne avec le député national Willy Michiki, élu de Walikale. Bonjour l'honorable. Dites-nous quelle est la situation humanitaire sur place à Walikale? La situation à Walikale est dramatique. Vous savez que Walikale est un territoire enclavé. Et l'unique voie d'approvisionnement aujourd'hui sécurisée, c'était l'aérodrome de Walikale. Depuis plus d'un mois, on ne reçoit plus d'aide humanitaire à Walikale. Le MSF qui prend en charge certaines responsabilités à l'hôpital général de référence est déjà dépassé. Aujourd'hui, nous avons connu déjà 9 cas de décès de choléra
à Ruvungi et à Rubonga, dans le territoire de Walikale. Et nous avons peur, comme il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de prise en charge, et que la seule institution viable de référence est déjà dépassée aujourd'hui. Ils sont à court de médicaments, ils n'ont plus rien. Les stocks qu'ils ont ne pourraient même pas arriver à la fin de la semaine prochaine. Donc il y a vraiment une urgence de faire quelque chose à Walikale, et surtout de pouvoir réfectionner l'aérodrome qui servait de la voie la plus sûre pour des interventions humanitaires dans le territoire. Donc nous en appelons à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'au gouvernement de la République, de pouvoir organiser une mission humanitaire d'urgence pour soulager la population de Walikale. Merci beaucoup, Monsieur Willy Michiki. Je rappelle que vous êtes élu de Walikale. Direction à présent l'Assemblée nationale, où les députés nationaux du caucus de Béni ont exprimé leurs préoccupations face aux tensions croissantes entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les populations locales, ainsi que les forces armées dans les zones protégées du parc de Virunga. Lors d'une réunion tenue avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ces élus ont donc appelé à une intervention des autorités afin de stabiliser la situation. Ces députés nationaux ont sollicité l'implication du président de la Chambre basse du Parlement, reconnaissant son rôle de pacificateur pour faciliter une résolution qui garantirait une cohabitation harmonieuse en traitant les causes profondes du conflit. Nous avons eu à lui demander de s'impliquer, puisque lors de la législature de 2011, le dossier de l'ICCN dans sa cohabitation avec la population était déjà traité au niveau de l'Assemblée. Le principe de la continuité de l'État étant en cours, nous lui avons demandé de se référer aux archives et de révéler le processus qui ne demandait que le décret du Premier ministre pour essayer de faire la démarcation des limites du parc national de Virunga pour que la population cesse de se tirailler avec les conservateurs de notre parc national. Le parc national de Virunga est confronté à des occupations illégales engendrant des tensions entre les agents de l'ICCN et les habitants. Certains accusent l'institution de destruction arbitraire des cultures, tandis que d'autres dénoncent l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles, notamment la coupe d'arbres et le braconnage. Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontées les régions voisines du parc national de Virunga, où l'accès aux ressources a historiquement été source des conflits entre les autorités de conservation et les communautés locales. Dans l'actualité également dans ce journal, en bref, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé son mécontentement après l'arrestation des 4 de ses agents le samedi dernier à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ces agents ont donc été capturés par les services de renseignement du M23 AFC alors qu'ils étaient en mission sur leur lieu de service. Depuis leur arrestation, ils restent introuvables et injoignables, suscitant une vive inquiétude au sein de l'institution électorale qui a exigé leur libération immédiate et sans condition. L'alerte lancée par la CENI témoigne de la gravité de la situation. Autre chose à présent, la Fondation Calix Mounana a clôturé le mois de jeûne des croyants musulmans en beauté. Le ministère des Veuves, Orphelins et Personnes vivant avec handicap a visité la mosquée de Kipushi en remettant des vivres et non-vivres aux différents croyants. En marge des clôtures du mois de la femme et à l'occasion de la fin de Ramadan, la Fondation Calixte Mounana, ministère des Veuves, Orphelins et Personnes vivant avec handicap, a, comme dans ses habitudes depuis plusieurs décennies, remis des vivres et non-vivres à la mosquée de Kipushi. La Fondation Calixte Mounana a posé ses gestes caritatifs dans le cadre de la clôture de la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi son accompagnement à tous les croyants musulmans de Kipushi et du monde entier. Ces gestes de la Fondation Calixte Mounana tombent à point nommé, dans un contexte où les questions de cohésion sociale et dialogue intercommunautaire revêtent une importance particulière en République démocratique du Congo.
Merci à la ministre Aziza Mounana d'avoir pensé à nous. Nous sommes très contents pour les gestes louables qu'elle a posés à notre faveur. Que les seigneurs lui restituent abondamment. Et tous les musulmans de la ville de Kipushi lui disent merci tout en lui témoignant notre affection. Tunashukuru kwa son excellence Nathalie Aziza Mounana kwa kutukumbuka shie ba musulmans leo. Merci à Nathalie Aziza Mounana d'avoir pensé à nous, le musulman, surtout en cette fin du Ramadan. Que le Seigneur la bénisse et la rende fructueuse dans toutes ses œuvres. Les actions du genre contribuent à renforcer les liens entre les différentes composantes de la société congolaise. Et puis dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national élu des Mitwaba, Jean-Jacques Mpangawa Lukalaba, a communié avec sa base électorale, une occasion pour ce représentant de la population du Haut-Katanga d'assister au démantèlement des barrières dans ce territoire sur ordre du gouverneur des provinces Jacques Kabula Katwe. Au-delà de la tradition qui le conduit à chaque vacances parlementaires à séjourner dans sa base pour s'imprégner du quotidien de ses électeurs, Jean-Jacques Panga Walukalaba a mené cette fois-ci une mission salvatrice dans son village natal. À l'entrée du territoire des Dikoloé, où la population lui a réservé les traditionnels bains des foules, le député national a assisté à l'opération de démantèlement par l'administrateur du territoire et les commandants FARDC de la zone des barrières érigées ici. Plus de 14 services y travaillent 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre, percevant des taxes sans délivrer aucun document, un véritable calvaire pour les populations soumises à des tracasseries. Même opération à Kubo Moussabila, où cette action a été saluée par les gestes de cette dame. Plus loin, à Kincha, à la limite des Mitwaba, avec les territoires des Manono, une autre barrière a été démantelée. Partout où il est passé, Jean-Jacques Panga Walukalaba, surnommé les bois des Mitwaba, a délivré les messages de paix, de soutien aux institutions du pays en ces temps d'agression rwandaise et à la fin de toutes formes de tracasseries. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En même temps, je dis merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga, son excellence Jacques Kabula Katwe, qui vous ont mandaté pour que cette suppression des barrières illégales, le chef de l'État appelle à tout soutenir l'armée. En réaction, la population des Mitwaba a salué la fin de toutes ces barrières asphyxiantes pour l'économie, avant de remercier les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur des provinces Jacques Kabula Katwe pour avoir autorisé cette mission de démantèlement des barrières dans le territoire des Mitwaba, mission qualifiée de libératrice. Je l'ai annoncé au sommaire, malgré l'interdiction par la législation congolaise du travail des enfants, il se constate malheureusement une présence significative d'enfants dans les rues poussés à vendre divers articles et leurs familles. Ce phénomène, fréquemment associé à la vulnérabilité, soulève des questions concernant le rôle de l'État et des parents dans l'instruction des enfants. On voit cela dans ce reportage. À Kinshasa, on constate de plus en plus la présence des mineurs engagés dans la vente. Un des facteurs clés de cette situation est l'instabilité économique. Quand ni le père ni la mère n'ont des revenus sûrs, l'enfant se transforme en travailleur forcé, participant ainsi à la survie de la famille. Cet enfant se retrouve dans une situation où sa mère ne peut pas répondre aux besoins de la famille, ce qui conduit à la décision de faire travailler l'enfant. Cependant, cette mesure compromet son éducation et son futur. D'après un témoin présent sur les lieux, cette exploitation engendre de nombreuses répercussions, notamment l'abandon scolaire, mise en danger dans la rue et à plus long terme, des effets néfastes sur le développement national. Un enfant forcé de travailler plutôt que d'étudier se transforme en un adulte avec des possibilités professionnelles restreintes, diminuant par conséquent sa contribution à l'avancement national. Moi, Nathalie Azamuke, mais tant maman Monique maman moi la wana sa koya mbongo
Est-ce que maman a compris ça moi non? A compris ça moi là t'es. Abonne moi là il est bon bien la peau. Si vous avenir moi les années. Entre-temps, la loi congolaise, en particulier la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 relative à la protection de l'enfant, prohibe le travail des mineurs, les qualifiant d'une forme d'exploitation. Néanmoins, la situation est tout autre. Beaucoup d'enfants se trouvent dans les rues à vendre de l'eau, des cacahuètes et divers autres articles pour subvenir aux besoins financiers de leur famille. Ces phénomènes mettent également en lumière une lacune de l'État qui a du mal à instaurer et à faire appliquer les lois relatives à la protection de l'enfant. Les Congolaises et Congolais interpellés à la conscience nationale et à réfléchir minutieusement sur la marche du pays en cette période où le pays est agressé dans sa partie orientale. Cet appel a donc été lancé à Kinshasa à quelques heures de la célébration de la journée nationale de la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine par l'archevêque Ejibaya Mampia, président de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Ici, voyant le 6 avril, qui a été décrété journée de la conscience africaine et aussi dédiée au prophète Simon Kimbangu, nous nous associons à eux. Du reste, nous-mêmes, donc moi, l'archevêque président Ejibaya Mampia Évariste, à ma qualité de président de la plateforme des confessions religieuses et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, nous souhaitons là que c'est une très bonne chose qui permet qu'à nos générations, qu'à tous les gens sentent qu'il y a eu des hommes qui se sont battus pour la respectabilité, l'honorabilité du peuple africain. C'est donc nous citons Simon Kimbangu. Et en cette qualité, vous connaissez tous que l'Église kimbanguiste est membre de la plateforme de confession religieuse dont j'ai l'honneur de diriger. En utilisant ce temps, nous faisons réfléchir tout un chacun, chaque Congolais, à comprendre qu'il est nécessaire que nous puissions aimer la patrie. Il est nécessaire que nous puissions avoir une conscience qui nous permet de ne jamais trahir la nation. C'est aussi à ce niveau que j'interpelle même les voisins, les pays africains qui peuvent comprendre qu'il y a eu des Africains qui pensaient que nous pouvons vivre ensemble sans nous combattre entre nous. Est-ce que, à l'occasion de cette journée, le Rwanda peut réfléchir plusieurs fois et dire « Qu'est-ce que je fais en République démocratique du Congo ?» Et partant de là, ordonner le retrait des troupes et de dire le Congo a besoin de l'intégrité nationale. Est-ce que cela peut aller dans la conscience de chaque Congolais et Congolaise? Poursuivons ce journal pendant ce temps. La dynamique, Isaac Jean-Claude Chilumba était sur le terrain dans le cadre de ses activités sociales. Elle a échangé avec les femmes de la commune de Kimbanzeke sur leurs droits et les a appelées à prendre conscience de leur rôle au sein de la société. La campagne Moi citer les mains fait ses premiers pas dans le monde associatif, mais avec brio. C'est en marge du mois dédié à la femme qu'a eu lieu cette campagne de sensibilisation. Il y est choisi pour la rencontre les centres hospitaliers Tusungana, situés dans le quartier Ntsumabwa, commune de Kimbanzeke, circonscription de la Tiangou. La coordination de la DIGECT a exhorté les femmes à une prise de conscience, à l'éveil patriotique ainsi qu'à la solidarité avec les victimes des atrocités liées à la guerre d'agression. Un accent particulier a été mis sur l'importance de placer la femme au centre des ambitions nationales. Notre autorité morale que nous appelons Jean-Claude Chilumba, c'est un agent des droits de l'homme. Il condamne toutes les violences faites à la femme. Je parlerai avec amour parce que sans amour, on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous faisons un effort de venir vous assister. La dynamique viendra vous aider à chaque fois qu'il faudra. Un cri de détresse a été lancé réclamant une assistance médicale et matérielle afin de renforcer les suivis de la santé des femmes dans cette partie de la capitale. Nous sommes ici à Kimbanzeke pour représenter la dynamique. Nous remercions le centre hospitalier qui nous a accueillis aujourd'hui et les mamans aussi pour la joie qu'ils nous ont exprimée. Mais nous avons une seule demande, que les mamans soient soutenues. C'est la maman qui met au monde, mais elle le fait dans des conditions difficiles ici à Kimbanzeke. Cela la déshumanise. Nous demandons un soutien pour elle.
Pour les organisateurs, il s'agit d'un pari réussi. La campagne Moi Cité Lema ambitionne de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, surtout en cette période des crises. Et puis un mot de littérature dans ce journal. Les amoureux de la lecture sont donc invités ce samedi à la cérémonie du vernissage du livre Frontières et souveraineté de l'État, le cas de la République démocratique du Congo, un ouvrage qui aborde la question des frontières et de la souveraineté de la RDC. Ce dernier est l'œuvre du professeur émérite Célestin Nguyandila Malingana. Le Congo restera un et indivisible. La question des frontières et des souverainetés de notre pays, c'est maintenant ou jamais. Un ouvrage vient de paraître. Il est intitulé Frontières et souveraineté de l'État, le cas de la RDC. Son auteur est professeur émérite Célestin Nguyandila Malingana, professeur des universités depuis 1970 et expert des questions des frontières de la RDC depuis plus de 40 ans. Il sera baptisé ce samedi 5 avril 2025 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple par son Excellence Jacques Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Amoureux de la science et décideurs, vous tous qui êtes intéressés par la question des frontières et des souverainetés, vous êtes conviés à prendre part à cette cérémonie de vernissage afin d'acquérir ces chefs-d'œuvre. Pour tout contact, plus de 543 82 084 83 73 81 59 78 032. En Afrique à présent, le Sénégal célèbre son 65e anniversaire d'indépendance ce 4 avril 2025, un moment important pour faire le bilan des avancées du pays depuis la fin de la colonisation. Le président Bassirou Diomaye Faye a adressé pour ce faire un message bilan de ses premiers mois de gouvernance. Parmi les décisions marquantes, il a annoncé notamment le baptême de l'artère principale de Dakar, auparavant nommée en l'honneur du général Charles de Gaulle pour lui donner le nom de Mamadou Dia, l'une des figures des proues de la lutte pour l'indépendance du pays. Le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal marque un tournant dans l'histoire récente du pays, notamment sous l'angle de la gouvernance et des politiques internes. Alors que le pays poursuit son chemin vers le développement et la modernisation, l'indépendance dès 1960 semble aujourd'hui un ancrage pour des profondes réformes socio-économiques et politiques. Cependant, la situation actuelle du pays, avec ses défis socio-économiques persistants, appelle à une réflexion sur l'évolution de la nation. La politique du président Bassirou Diomaye Faye se caractérise par un fort accent sur la préservation de l'identité nationale et la mise en valeur de l'héritage historique sénégalais. Sa décision de renommer une artère de Dakar à l'honneur de Mamadou Diaye s'inscrit dans cette volonté de redonner à la mémoire des pères fondateurs de l'indépendance de la place qui leur revient dans la conscience collective du pays. En retirant les noms de Charles de Gaulle de cette artère, le président Faye marque un acte symbolique fort tourné vers la reconnaissance des figures sénégalaises qui ont œuvré pour la libération et la construction du pays. Mamadou Diaye, ancien ministre et homme politique des premiers plans, incarne les idéaux de l'indépendance et du développement du Sénégal. Cette décision témoigne également une volonté de se libérer des traces du passé colonial et de donner aux générations futures un modèle d'identité et de fierté nationale, loin des influences étrangères. Ainsi, à travers cet acte symbolique, le président Faye marque son engagement à perpétuer l'héritage de l'indépendance et à inscrire son pays dans une dynamique de croissance et de la justice sociale. En sport, pour terminer, boxing, grand duel RDC Congo. Le gala est confirmé pour ce dimanche 6 avril à Kinshasa. L'équipe visiteuse a déjà traversé le fleuve Congo pour prendre part à cette soirée et qui va concilier le sport et la solidarité pour un spectacle inoubliable. Il est prévu au gymnase B du stade des Martyrs des combats des hauts niveaux entre les Léopards et les Diables Rouges.
En parallèle, un gala national mettra en lumière les meilleurs athlètes congolais en version K1. On écoute à ce propos Maître David Chimanga, président de la Fédération congolaise de King Boxing, Full Contact et Affinitaire FECO Kifa hier en conférence de presse. Nous avions lancé une grande compétition dénommée Gala international de kickboxing, Road to the Glory, ainsi qu'un gala national. Comme je l'ai dit, c'est 3 types de compétitions différentes qui mettra aux prises dans un premier temps, dans la carte principale, un combat international entre les 2 Congos. Vous savez que la République démocratique du Congo ainsi que la République du Congo ont souvent partagé une vie d'ensemble, une vie d'harmonie, une vie de collaboration. Et c'est dans ce sens que nous avions, n'est-ce pas, fait venir la délégation qui est venue de Brazzaville, du Congo d'en face, pour, n'est-ce pas, partager ces moments de joie, ces moments de soutien, ces moments d'accompagnement avec les léopards République démocratique du Congo. Aujourd'hui même, la délégation de Brazzaville et déjà du Congo d'en face est arrivée. Et c'est comme ça que nous avons organisé cette première compétition. Dans la deuxième carte, nous aurons un gala national qui mettra aux prises les meilleurs athlètes de la catégorie. C'est comme je vous avais aussi dit que nous sommes en train de préparer 3 types de compétitions internationales, à l'occurrence le championnat d'Afrique, WACO, qui va se tenir au mois de juin à Yaoundé. Vous avez le championnat de Muay Thai qui se tiendra en Italie avec la version WBC. Et vous avez également le championnat du monde qui va se tenir en Allemagne au mois d'août avec la Fédération internationale WKU. Donc, ces différentes compétitions, nous avons voulu aussi mettre aux prises nos meilleurs athlètes pour les jauger afin que nous puissions préparer les meilleurs léopards de la République démocratique du Congo qui vont aller représenter les drapeaux, n'est-ce pas, au niveau international. On va prendre les rappels des titres à présent. Situation sécuritaire dans l'est du pays. L'armée loyaliste contrôle le Walikale centre depuis 48 heures après le retrait des éléments du M23. Mais quid de la situation humanitaire dans cette région sous menace d'insécurité? Vous avez suivi l'intervention d'un élu dans ce journal. La question du travail des enfants préoccupe au plus haut point l'opinion publique qui s'interroge sur la loi en vigueur relative à la protection des droits des enfants à Kinshasa. Nombreux sont ces mineurs qui s'adonnent à divers métiers. Vous avez suivi un reportage dans ce journal. Et puis ce 4 avril marque le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour l'occasion, et comme c'est aussi la tradition, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé son message bilan des 12 premiers mois de gouvernance. Place à la revue de presse à présent. Et c'est avec Joël Isselonin qui va donc me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christa Kalonji, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors le tout premier sujet, Doha, le pari d'un face-à-face entre Kinshasa et l'AFC M23. Christa Kalonji, le journal Ouragan, qu'après la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame quelques jours à Doha, le Qatar s'apprête à accueillir le 9 avril les délégations de Kinshasa et du M23 AFC. Une rencontre qui ouvre une brèche cessez-le-feu durable. Selon ce média, c'est pour la première fois depuis l'éruption du conflit dans l'est de la RDC que le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda s'apprêtent à engager des pourparlers directs. À noter que l'initiative du Qatar intervient après 2 mois des combats acharnés et des déplacements massifs des populations. Et puis le deuxième sujet que vous avez sélectionné, fraîchement nommé par Trump, le président américain, Massad Boulos a été donc reçu hier, jeudi, par le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC.
Christian, selon Radio France Internationale, les deux personnalités se sont rencontrées hier jeudi à Kinshasa. Pour les Américains, c'est un accès aux ressources contre une aide à la sécurité. Du côté de Kinshasa, on mise surtout sur l'influence des États-Unis pour mettre fin au conflit qui secoue l'est du pays où l'armée est aux prises avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Concernant la proposition de la RDC aux États-Unis portant sur un accord sur les minerais stratégiques contre la sécurité, Renchéri, Mediacongo.net a expliqué qu'un compromis a été trouvé avec le président Tshisekedi sur la voie à suivre pour l'élaboration de ce partenariat. Et de son côté, Radio Okapi.net a précisé que Mossad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, lors de ces échanges, était accompagné de Corinna Sanders, secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et Dan Dounan, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Et puis pour tirer le rideau, le duo Senko-SSC a rencontré hier jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York. Au menu des échanges, le plan de sortie de crise, communément appelé Pacte social pour la paix en RDC. Mediacongo.net nous apprend que le père de l'Église ont, lors de ces échanges, sollicité l'accompagnement de l'ONU dans cette démarche afin de mettre en place des mesures drastiques pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Parlons justement de cette guerre à l'est du pays. Il faut savoir qu'un ancien gouverneur a rejoint la rébellion AFC M23. Il s'agit, écrit Info 27, de Joseph Stéphane Madi. Pour justifier son adhésion, l'ancien gouverneur de la province du Sankourou a accusé l'actuelle classe politique de maintenir le pays dans une crise permettante et d'avoir pris en otage les institutions. Justement, en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays, les députés français ont appelé un embargo sur les exploitations des minerais dits 3T, notamment coltan, éthène et tuzen, en provenance du Rwanda. Actualité.cd note que la suspension des accords économiques et des défenses avec Kigali, ainsi que le jet de l'aide budgétaire directe et de l'assistance militaire européenne au Rwanda seront mise en vigueur tant que les troupes rwandaises resteront sur le sol congolais. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce jour. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Rabat, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.